Merci beaucoup de me recevoir, premièrement, pour témoigner de tout ça. Je me sens moins organisé et intéressant que toi à parler de mes petites affaires, mais je pense que je vais partir. Je pense que je vais vous lire la lettre d'abord que j'ai écrite, la fameuse lettre que j'ai écrite le 11 février dernier, qui est vraiment arrivé à un moment pour faire un peu l'avant, l'après. Donc c'était vraiment une lettre que j'ai écrite à un moment où la dernière chose qui est arrivée, en fait, c'est que le fameux docteur des assurances venait de parler à mon médecin, ma médecin, en fait, à moi, et de lui dire que j'aurais probablement pas de prestations parce que, bon, pour toutes sortes d'affaires, donc il avait flashé un beau dossier et mentionné, entre autres, que j'avais l'air de bonne humeur sur quelques photos Facebook et que j'avais l'air trop en forme pour être en dépression. Et il est arrivé quelque chose à ce moment-là, ça allait vraiment très très mal. Et il est arrivé quelque chose qui est que d'une certaine façon, il faut que je remercie mon assureur pour ça, parce que c'est encore une église ici, parce que j'allais sacrer. En tout cas, ils m'ont mis en maudit. En monastère, bon, je vais en retenir un petit peu pareil. Donc, ils m'ont mis en maudit, puis c'est une émotion que je n'avais pas vécue depuis longtemps, d'avoir le goût de me battre d'une certaine façon. Et ça a été le début de ma guérison à bien des égards. Et ça m'a fait écrire, je suis revenu chez moi, puis j'ai écrit d'une traite cette lettre qui a été publiée la semaine suivante. Donc, je ne fais pas une vraie dépression et je suis un fraudeur. Depuis le mois d'août, je mène un combat qui attend dans le détour tous les petits dépressifs ordinaires. Celui où, au fond d'une vallée obscure creusée en nous-mêmes, il nous faut affronter la mer de toutes les dépressions. C'est un orage qui se préparait depuis longtemps. Il faut remonter parfois très loin pour en comprendre la formation. Mais, quelques semaines après la rentrée d'automne, cette année, les jambes m'ont lâché et j'ai visité l'enfer. Ceux et celles qui sont passés par là connaissent la routine. J'ai oublié comment dormir et pratiquement arrêté de manger. J'ai perdu 50 livres en 6 semaines. J'ai été submergé plusieurs fois par jour par des crises de panique débilitantes et dévoré en permanence par l'anxiété. J'ai appris à me composer un visage le temps d'aller porter les enfants à l'école et à réserver mes sanglots jusqu'au retour pour le plancher de la cuisine. Depuis la chute, je boite et je retombe souvent. Je vais avec l'impression d'avoir le cerveau foulé. Mon docteur m'a mis en arrêt de travail et sur les antidépresseurs, et de là, j'ai pu commencer lentement à me relever. Cependant, je boite et je retombe souvent, comme je l'ai dit. Je suis incapable de me concentrer très longtemps pour lire ou regarder un film au complet. J'ai beaucoup de mal à prendre des décisions et je suis souvent désorienté. Je me perds en ville, même avec Google Maps. Si j'arrive parfois à écrire, c'est toujours au compte-gouttes. Le moral va et vient. Les crises de panique s'espacent, mais elles réapparaissent toujours, souvent plus terrifiantes du fait de s'être fait oublier pour un petit bout. La seule chose qui me calme, à part de courir dehors comme un perdu et plier mes brassées de lavage en explosant les tympans avec les War on Drugs, c'est les gens. J'ai découvert au fil de ma maladie l'immense humanité des gens qui m'entourent. Les connaissances sont devenues de grands amis. Des gens dont je ne connaissais que le professionnalisme ont révélé leur visage corps passionné. Et j'ai appris que les enfants pouvaient nous donner autant d'affection qu'ils en prennent. J'ai découvert aussi malheureusement comment les stigmates reliés à la maladie mentale persistaient, en dépit des campagnes de sensibilisation au sein des institutions et chez certains individus. Depuis plusieurs mois, je me bats avec l'assistance mollassonne de mon service de ressources humaines contre ma compagnie d'assurance Desjardins Assurance Générale, pour ne pas les nommer, qui refuse de me verser mes prestations d'invalidité du régime auquel je cotise depuis mon entrée en fonction à l'UQAM en 2009. À la suite d'une dénonciation émanée de mon lieu de travail, mon assureur a appris que certaines activités que j'organise et anime continuaient à rouler durant mon congé. Mes étudiants sont très autonomes et que je continue à superviser certains de loin en loin. Les étudiants que je supervise deviennent toujours à un quelconque degré des amis. C'est difficile de leur raccrocher au nez. Partant de là, ils ont ouvert une enquête en bonne et due forme et appris ainsi que j'étais allé lire des poèmes à la radio, niaiser 10 minutes à la télé, parler à des étudiants de cégep et que j'avais publié un texte dans la presse pour l'Halloween. Ils ont utilisé ce nouveau truc qui consiste à éplucher les pages Facebook et Instagram de l'assureur afin de démontrer, preuve à l'appui, en cas de poursuite, qu'il n'est pas dépressif. Regardez sur cette photo-là, il sourit. Sur celle-là, il s'occupe de ses enfants et semble tout joyeux. Sur cette autre-là, il fait du jogging par moins 35 degrés. Est-ce bien là, votre honneur, le comportement d'un dépressif? Les gestes qui me sont reprochés d'une incroyable stupidité participent de ce que ma psy a appelé un besoin quasi pathologique de validation. Pour ouvrir une parenthèse d'auto-analyse et la refermer aussitôt, disons que j'ai beaucoup de mal dans la vie à m'aimer moi-même tout seul et que sans des gens pour me dire que je suis beau puis fin, je dépéris. On ne peut s'attendre à ce que quelqu'un comme moi guérisse de quoi que ce soit en restant tout seul chez lui, en bobette avec les doigts enfoncés dans les narines, comme on ne peut s'attendre à ce que quelqu'un dont la maladie consiste en un débalancement chimique du cerveau prenne constamment des décisions éclairées. Comme toutes mes activités sont produites sur une courte période de fausse rémission en octobre,
durant laquelle je me suis fait à croire que j'étais tiré d'affaire. J'ai plaidé pour qu'on me donne un bon coup de règle sur les doigts et qu'on passe à autre chose, mais rien n'y fait. Ma compagnie d'assurance préfère la peine de mort à petit feu. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai gaspillé des mois où j'étais supposé me remettre sur pied, à mener un combat que je n'avais pas vraiment la force de mener. À un moment, il est difficile pour moi d'ouvrir une lettre ou de répondre au téléphone. J'ai dû harceler ma compagnie d'assurance en vain afin d'obtenir des précisions, en attendant souvent un retour d'appel pendant une semaine entière et à me débattre avec la paperasse. J'ai tenté d'épuiser mes retours afin de ne pas me rendre jusqu'à la poursuite. Étant sans salaire depuis plusieurs mois, j'ai de la misère à acheter une pinte de lait, je vois mal comment je me paierai un avocat. La personne la plus humaine à qui j'ai parlé durant ces démarches a échappé au téléphone une phrase très révélatrice. Alors que je lui demandais si elle me prenait pour un menteur ou un fraudeur, elle a répondu « Monsieur Archibald, je ne nie pas la réalité médicale de votre maladie, je le vois bien que vous souffrez. Seulement, je me dois de prendre une décision d'assureur. » C'est, je pense, la façon la plus empathique qu'on peut utiliser pour dire à quelqu'un que s'il coûte moins cher en sautant en bas du pont qu'en recevant des prestations, on va le laisser se crisser en bas du pont. Excusez pour payer le gros prix. Comme beaucoup d'autres personnes, je suis en train de payer le gros prix pour un épisode de maladie mentale. Je suis maintenant au bord de la faillite. Je vais être obligé probablement de vendre la petite maison de Rosemont que j'habite avec ma femme et mes 3 enfants et dont l'achat a été la plus grande fierté de ma vie de travailleur et de parent. Tous les progrès que j'ai pu faire cet automne ont été anéantis. Je suis revenu à un mode d'insomnie et de crise de panique continuelle, comme au début de ma maladie, en dépit de la médication. Je vis depuis des mois avec le sentiment déplaisant de n'être plus l'homme que j'ai déjà été. Je dois maintenant composer avec la honte qui me secoue les boyaux comme une envie de vomir permanente. Ma famille fonce dans un mur et je sais que c'est de ma faute. Je me permets un parallèle pour reprendre une question à laquelle on a beaucoup réfléchi collectivement récemment. Un peu comme le système de justice persiste à juger les agressions de nature sexuelle avec les mêmes critères et procédures que les autres crimes, en dépit du caractère visiblement inique de ces méthodes, où l'accusé peut rester confortablement assis dans son box pendant qu'on crucifie les victimes devant le tribunal, le monde du travail continue souvent à jauger la maladie mentale à travers un fil qui ne lui convient pas, celui des maladies physiques. Je disais tout à l'heure que j'avais le cerveau foulé. C'est la meilleure métaphore que j'ai pu trouver et elle dénote bien notre façon de voir à tous. En réalité, si mon cerveau était foulé comme une cheville, il serait plus facile de mettre une date sur mon retour au travail et de mesurer adéquatement mon degré d'invalidité. Mon processus de guérison progresserait graduellement et il ne serait pas affecté par le fait que le reste de ma vie soit en train de s'écrouler. Il n'y aurait pas de rechute ni de faux espoirs, mais c'est pas comme ça que la dépression en particulier fonctionne. Elle ne m'empêche pas de parler, elle ne m'empêche pas d'avoir de bonnes journées, elle ne m'empêche pas de désirer réellement m'en sortir et d'avoir parfois envie de revivre et de voir du monde. Sauf qu'à chaque fois, elle trouve le moyen de revenir à la charge et de me tuer. Un peu comme le système de justice semble conçu pour protéger une victime idéale, vierge, violée par un inconnu à son corps défendant et sans que la moindre incartade ait jamais ponctué son historique sexuel, le monde de l'assurance est conçu pour dédommager un dépressif idéal qui passerait 5 mois sous les couvertures à brailler, se réveillerait un matin tout sourire en criant « Bon, c'est réglé, moi je retourne à l'ouvrage ». Je fais de l'humour, mais la réalité est encore pire. Le dépressif rêvé par les compagnies d'assurance est celui qui serait juste incapable d'effectuer une réclamation, y compris parce qu'il serait mort. Je le pense sincèrement. Aux victimes réelles, on reproche toujours finalement la même chose, d'avoir voulu survivre. En jugeant les maladies mentales à l'aune du critère simpliste de type « si t'es capable d'éplucher une patate, t'es capable d'opérer un restaurant », les assureurs comme Desjardins contribuent chaque année à la détresse et à la détérioration de vie de beaucoup de personnes. Je ne sais pas combien nous sommes, mais j'aimerais beaucoup le savoir. Le temps est peut-être venu pour nous de parler, de partager publiquement nos histoires d'horreur. Je sais que j'ai envie de faire quelque chose et je me suis dit que ça commençait par écrire ces quelques lignes. Chemin faisant, je me suis mis vraiment en colère, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Être en maudit m'aide à passer au travail. Est-ce que je peux avoir des mots? Ici. Donc, c'est la fameuse lettre que j'ai publiée le 11 février et qui a eu finalement... Il y a des gens qui m'ont beaucoup encouragé là-dedans, je veux les remercier parce que c'était pas évident de faire ça, on s'en doute. Il y a des gens qui m'ont encouragé, entre autres parce que j'étais rendu là, c'était comme mes dernières cartouches à bien des égards. Puis aussi pour en parler, moi je me rappelle qu'en dépression, il y avait des entrevues, j'avais trouvé des entrevues ou des entretiens, des biographies d'artistes ou de politiciens, de gens que j'admirais beaucoup, qui avaient parlé, on commence à parler de plus en plus ouvertement de maladies mentales, de dépression, entre autres. Puis je me rappelle que ça m'avait beaucoup aidé moi, donc je m'étais dit, justement,
ma femme à l'époque m'avait dit aussi, ça peut aider des gens que tu trouves, surtout les hommes, en fait aussi, entre autres, parce que les hommes ont souvent plus de misère à parler de ça. Donc ça m'avait poussé à faire ça. Et quand je dis que ça a vraiment amorcé mon processus de guérison, ben, à bien des égards, ça m'a beaucoup remonté le moral parce que dans les semaines, voire les mois qui ont suivi, j'ai reçu énormément de lettres. Ben, il y a eu tous les effets que vous mentionniez tout à l'heure, mais j'ai reçu énormément de lettres de gens, soit qui vivaient la même chose, soit qui avaient vécu la même chose, soit qui étaient en train de vivre la même chose. Et souvent, ce que j'ai entendu dire, c'est que les assureurs avaient été un petit peu plus souples pendant 2 ou 3 mois parce que, en accusant le contre-coup de la lettre, parce qu'ils ne voulaient pas s'en faire, parce qu'ils voulaient plus s'en faire parler. Et donc, ça a pu aider du monde. Donc, ça m'a beaucoup aidé à monter un peu mon estime de moi. Et finalement, Desjardins ont réévalué mon dossier et, comme par hasard, m'ont versé mes prestations. Donc, j'ai pu éteindre le feu sur quelques problèmes que j'avais à l'époque. Ce qui est, je disais, le titre de ma présentation, au long, je disais David le dépressif contre Goliath l'assureur, un combat en 12 rondes. Je voulais revenir là-dessus. Tu mentionnais, Kevin, la différence de pouvoir entre l'assureur et l'assuré. Puis c'est beaucoup ça que j'ai vécu de l'intérieur. Dans la lettre, j'en parle un peu. Les délais, souvent de rappel, les délais pour avoir un retour, surtout quand ça se met à aller mal. Et souvent, moi, entre les ressources humaines et mon assureur comme tel, l'espèce de flou aussi des recours, le flou des recours, puis le flou de la procédure, une fois que la procédure normale ou la procédure régulière a déraillé. Qu'est-ce que je serais supposé faire? Vous venez de me dire non, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'y prends? Puis là, c'était très vague, finalement. Et ce que je me rends compte, quand j'insiste sur le combat en 12 rondes, je ne veux pas être déprimant en disant ça, mais je veux être surtout honnête sur les conséquences de ce genre de combat-là. On l'évoque depuis tout à l'heure. Bon, ben, qu'est-ce que ça fait d'avoir un combat comme ça quand c'est déjà un défi de sortir des couvercles le matin et de manger, de vivre finalement, etc. Moi, j'ai entendu ça beaucoup dans les lettres que les gens m'ont écrit. Des témoignages de cet ordre-là, c'est-à-dire j'avais tout pour m'en sortir, c'est-à-dire j'avais des bons enfants, j'avais un bon mari, j'avais ma conjointe était là pour moi, j'avais l'employeur, etc. J'avais un bon milieu, j'avais un bon entourage. Et soit j'ai fini par perdre ma job, puis je vais perdre ma maison cette année, soit j'ai fini par retourner au travail, pas parce que j'étais prête ou prêt, mais parce que je voulais qu'on arrête de m'écœurer ou je voulais qu'on recommence avec ça. Je pense que ça arrive énormément, ce genre de pression-là. Et je pense qu'il y a tout un côté, ben, c'est ça à quoi j'ai réfléchi beaucoup depuis ce temps-là, c'est-à-dire tout un cauchemar, à la fois d'assurance. Je pense que c'est de la mauvaise business, d'une certaine façon. C'est de la mauvaise business de la part des assurances et de la mauvaise business de la part des ressources humaines, souvent dans les grosses shops comme la mienne. C'est-à-dire que à long terme, la ressource, c'est des êtres humains, mais à long terme, la ressource, on la magane et on la gaspille. Parce que ces témoignages-là, je l'ai eu beaucoup. C'est-à-dire, oui, je suis retourné au travail, mais je ne sais pas à quel ratio, à quel pourcentage de mon ancien rendement je peux fonctionner aujourd'hui. Je suis là surtout parce que j'ai peur. Je suis là parce que je sens que je vais retomber à un moment donné et que c'est juste une question de temps. Ça fait qu'il y a plein de gens comme ça, et moi le premier, d'une certaine façon, qui sont retournés au travail en se disant, bon, ben, au moins je me débarrasse de ça, mais j'ai l'impression d'avoir un peu une épée de Damoclès sur la tête. Et c'est là où je dis que vraiment, pour moi, c'est de la mauvaise gestion dans l'absolu, puis je pense qu'on va peut-être s'en rendre compte à un moment donné. C'est que ça doit finir par coûter très très cher, d'autres façons, de toujours être en train de tenir la bourse comme ça. Moi, je sais que dans mon expérience personnelle, c'est un peu ça qui est arrivé, dépendamment des compagnies. Moi, je travaille pour l'université. Mais dans une université, par exemple, c'est un milieu de travail qui n'est pas tellement, comme tous les milieux d'enseignement, qui est plus ou moins adapté pour les retours progressifs. Moi, j'ai fini par faire mon retour progressif à partir du mois de fin mai, début juin. Donc, fin mai, début juin, c'est l'été. Donc, c'est un retour progressif, ça, c'était très progressif, ça allait. Mais après ça, tu sais qu'au bout, c'est vraiment une espèce de acheter maintenant, payer plus tard. Donc, je suis retourné en progressif. En essayant d'oublier qu'il y avait une affaire qui s'appelait la rentrée à l'automne. Et c'est sûr que quand la rentrée est arrivée, j'étais « Ouf, ça va passer ou ça va casser cette affaire-là ».
Moi, dans mon cas, heureusement, j'avais été assez intelligent pour m'arranger, pour pas enseigner. À l'automne, j'avais des crédits d'enseignement, donc au moins mon atterrissage, je faisais l'administration, je faisais l'encadrement d'étudiants, etc. J'ai recommencé la recherche, mais j'avais pas l'enseignement comme tel à faire. Ça fait que ça m'a permis un atterrissage en douceur. Mais honnêtement, si j'avais été forcé d'enseigner cet automne, j'aurais vraiment eu à me poser la question, est-ce que je repars en congé maladie avec ce que ça implique de stress pour moi maintenant, une fois que j'ai vécu tout ça, parce qu'en ce moment, je pense à réclamer quelque chose, je pense à repartir en congé maladie, malgré que j'ai eu des petits épisodes de rechute depuis ce temps-là. Et dans le fond, je pense que le stress d'envisager des démarches comme ça, pour moi, est rendu plus nocif. C'est vraiment réduction des méfaits. Là, à un moment donné, tu t'assois devant le miroir, tu te demandes qu'est-ce qui me terrorise le plus en ce moment, puis tu prends ce qu'il y a le moins pire. C'est vraiment, c'est le règne du moins pire. Finalement, tu t'arranges pour que les gens toujours cheminent là-dedans. Et puis un peu comme tu disais, là, finalement, c'est que souvent, on prend des décisions juste par grosse écœurantite aiguë ou par usure d'avoir à faire des démarches qu'on est plus ou moins capable de faire. Et souvent, purement et simplement par urgence financière. Et quand je dis, vraiment un combat en 12 rondes, c'est ça l'affaire. C'est-à-dire, j'ai été très content d'avoir pu être un porte-parole là-dessus. Je vais continuer à le faire, mais j'essaie d'être très honnête avec les gens. Dans le long terme, ça fait pas tout à fait un an que j'ai écrit cette lettre-là. Ça va faire un an bientôt. Aujourd'hui, on dirait que ça fait un an. C'est une température très 11 février. Mais qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Je suis déjà des fois un peu dans les bilans et je me rends compte que c'est ça. C'est-à-dire, si le combat entre David et Goliath, c'est un combat en 12 rondes, David, il peut gagner, mais David, il est magané pas mal à la fin. Et je me rends compte dans le long terme, dans les mois qui ont passé, que ça a été ça un peu mon cas, c'est-à-dire que je me retrouve aujourd'hui, ça va mieux, oui, mais si je fais le bilan de ce qui s'est passé depuis ce temps-là, oui, je suis bel et bien retourné au travail en n'étant pas sûr que c'était une bonne décision, puis en me posant la question encore aujourd'hui de combien de temps je vais être capable de faire cette job-là sereinement avant soit d'être obligé d'en changer, soit de retourner en congé maladie, avec les frayeurs que ça me cause. Je me suis séparé. Il y a beaucoup de couples aussi qui ne résistent pas à ce genre d'année-là. Déjà à la maladie mentale, puis ensuite à ce genre de démarche-là où les difficultés financières embarquent. Il y a toutes des conséquences à long terme, c'est-à-dire c'est fou pour quelqu'un quand même comme moi qui a 40 ans maintenant, qui gagne bien sa vie. J'ai fini par perdre ma maison, entre guillemets, c'est-à-dire j'avais trop fait mal à mon crédit dans cette année-là pour la racheter pendant le divorce, donc je suis retourné en appartement à 40 ans, ce qui n'est pas un drame en soi. Ce qui était un drame en soi, c'est que j'avais tellement fait mal à mon crédit dans cette année-là que pour louer un appartement, il a fallu que je raconte mon histoire à chaque fois parce que les gens étaient vous avez un bon salaire, tout ça, mais c'est quoi cette cote de crédit de BOM-là? Donc là, il a fallu que j'explique ma cote de crédit de BOM à chaque fois. Et les gens, c'est drôle parce que les gens qui ont fini par me louer un appartement, c'est des gens qui avaient lu ma lettre dans la presse et dont le fils était dépressif. Donc, merci pour ça, mais on le voit, c'est-à-dire, c'est ça qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il y a des conséquences à long terme de ça, puis des conséquences qui sont handicapantes et qui ne partent pas. C'est-à-dire, même quand tu vas bien, là, moi, je me considère plus en dépression aujourd'hui, mon médecin est d'accord avec moi, mais tous ces moments-là, c'est des moments où tu vois un peu comme une force qui te tire vers le bas, puis ça te ramène beaucoup à ce que tu as vécu d'une façon très, très désagréable. Ça ne fait pas des belles dates anniversaires. C'est le premier anniversaire de mon congé maladie, ça va être le premier anniversaire. Je vais l'être bientôt, mais en tout cas, j'ai quand même le plaisir un peu malin d'avoir donné un bon uppercut à mon assureur un matin de février et avec les répercussions qui s'en sont suivies. Mais je pense que ce dont on s'aperçoit de plus en plus, je pense que les médias sociaux, ça a été un peu une leçon là-dessus sur le rôle que ça peut jouer des fois dans le David contre Goliath. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a fait gagner, entre guillemets, c'est pas simplement d'avoir lu ma lettre, c'est toutes les gens qui l'ont partagé, qui l'ont relayé, qui se sont identifiés, etc. Et c'est ce qui a fait que c'est devenu un cauchemar de relations publiques pour Desjardins Assurance et que ça leur a fait mal sur le portefeuille, évidemment, donc là où ça compte le plus, malheureusement. Et ce que je me rends compte, finalement, avec ce genre de logique-là, c'est que c'est pas un David qui va battre Goliath, c'est des centaines et des dizaines et des
milliers de David qui vont se réunir ensemble, et comme on peut le faire aujourd'hui un peu et trouver des façons de faire communiquer, de faire transiter les histoires, les récits d'horreur, pour que justement, finalement, pas une seule voix, mais des milliers de voix soient entendues. Je vous remercie beaucoup. Merci Samuel Archibald.